nous avions eu la grande chance de pouvoir suivre Marcel Duchamp. Marcel Duchamp qui avait à ce moment-là à Pasadena, sur la côte pacifique, sa première exposition, son premier one-man show, sa première exposition personnelle. Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème, proclamait Marcel Duchamp. Et nous avions pu, à l'époque, filmer sa rencontre avec un Edgar Varèse. Salut. Tiens, comment ça va de retour? Oui, je rentre. Ah, viens t'asseoir ici. Oui, pour avoir un instant, quoi. Alors, raconte-nous tes... Ah, ben voilà. ton odyssée, tes voyages. Deux fois à Pasadena en un mois. C'est un peu trop pour la Californie. C'est un peu loin, tu sais. Ouais, et Los Angeles en plus. Et tu connais très bien. Mais tu l'as pas vu avec les freeways. Ah non, pas avec les... non. C'est une chose nouvelle à regarder. Avec plaisir, d'ailleurs. Et comment ça a marché l'exposition? Très bien, très bien. Et qu'est-ce que tu as fait là-bas comme activité? Raconte-moi ça. L'activité, c'était l'activité que nous faisons maintenant, c'est-à-dire des prises de vue tous les jours, à raison de 7 heures par jour. Ah, tu avais une belle équipe avec toi. C'est la même? C'est la même qu'ici. Ils sont tellement gentils. Tu vois, ils le croient. Oui, c'est dit sur le temps qu'il nous ferait presque le croire. Ah, oui, vous devez le croire. Et aujourd'hui, en rouvrant de nouveau cette émission, nous voudrions bien sûr tout d'abord remplacer au plan de l'œuvre de Duchamp ce qui a été tourné en noir et blanc par de la couleur, mais bien au-delà de cela, réfléchir sur cette fantastique importance qu'a pris un Marcel Duchamp en France. On l'a vu avec la grande exposition au Centre Beaubourg récemment, mais aussi aux États-Unis, où lorsque nous avons pour Antenne 2 tourné le raid américain, nous avons pu constater à quel point de la côte est à la côte ouest, Duchamp était véritablement ce qu'ils appellent là-bas un hero, c'est-à-dire l'homme à qui on pense, l'homme qu'on écoute, l'homme qu'on regarde, bien au-delà de sa mort, et comme s'il était toujours vivant. Bien. Si je mettais le roi par là, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le mieux. C'est ce que vous avez bien faire. Pour vous débarrasser de ce clouage que j'avais sur vous. Il faut sortir du champ, quoi. Il faut sortir du champ, comme on dit. Can we use our hand? There you go. Ce qui est terrible avec ce jeu d'échecs, c'est que j'étais venu ici avec l'idée de vous poser beaucoup de questions, mais jouer aux échecs rend silencieux. Ah oui, c'est une école du silence, c'est merveilleux pour ça. C'est ce que vous nous aviez dit d'ailleurs à Pasadena. Oui. Vous me disiez tout à l'heure que pour vous, Los Angeles est une ville qui n'existe pas. Hein? Absolument. Impossible, surtout que moi, par exemple, je suis venu au moins 3 ou 4 fois. Je suis incapable de me retrouver, même. Il n'y a pas le moindre clocher, la moindre place. Je ne lis jamais les écriteaux, évidemment. Je pourrais y arriver, mais enfin, c'est un travail du diable d'arriver à se retrouver. Surtout de conduisant pas, ça ne m'intéresse pas. C'est un peu une ville fantôme. Dans ce cas-là, je prends le cavalier. Vous êtes décidé? Oui. Bon, bah, évidemment, je peux peut-être faire ça, non? Oui. Un échange de cheval. Oui. Ce que je voulais vous demander, je crois, c'était pourquoi vous étiez si bien aux États-Unis.
je finis par ne plus le savoir. Vous savez, il y a tellement longtemps. D'abord, j'y suis venu d'une façon passagère, c'est-à-dire je restais comme un visa temporaire. Et ensuite, je n'ai été vraiment émigrant, comme on dit, qu'entre 53 et 54, quand j'ai eu... Enfin, je suis parti en 46 avec le numéro d'immigration pour pouvoir devenir citoyen. Alors ça a demandé 8 ans d'abord, ça. Mon dossier probablement était le dernier, pour une raison inconnue, j'ai dû attendre 8 ans au lieu de 3 ou 4 ans précédemment. Donc je ne suis ici complètement depuis 53, 5 ans. Alors là, c'est devenu mon pays dans ce sens-là, dans un sens que j'habite ici, je paie mes impôts, je vote, etc. Mais ce que je ne faisais même pas en France, je vote ici, je ne vais jamais en France, j'ai jamais voté en France, mais j'ai voté ici, mais j'ai voté ici, mais j'ai voté ici. Évidemment, dès que vous êtes un peu coupable de quelque chose ici, vous êtes vraiment salé sérieusement, comme un gangster, et ça va très vite. Que ce soit au point de vue des impôts, au point de vue d'un crime. Enfin, c'est quand même assez paradoxal tout ce que vous dites, parce que finalement, vous êtes venu dans la ville la plus moderne du monde pour être tranquille comme on l'était en Europe avant la guerre de 14. Mais c'est extrêmement ce qui s'est passé, même au point de vue physique du mot. C'est-à-dire que j'ai habité longtemps dans un endroit sur Broadway, dans Broadway, sur Broadway, comme on dit, et mon atelier était ouvert. Naturellement, en été, en printemps, il faisait chaud, donc je ne pouvais pas le fermer. Alors le bruit infernal, il y avait 2 elevators, c'est le chemin de fer en l'air, et la circulation de Broadway qui rencontrait 2 avenues à ce moment-là. C'était infernal. On s'habitue à tout, et ça, c'est une forme de tranquillité aussi. Mais à condition que vous ne jouiez pas le jeu de la société américaine, c'est-à-dire pas de voiture. Non, exactement. Pas de voiture, surtout pas de voiture, pas de maison de campagne, pas de femme et pas d'enfant surtout. J'ai pris une femme à la fin quand même. Et j'en suis très content, d'ailleurs c'est très commode. Je ne savais pas ce que c'était, j'étais toujours plus ou moins célibataire dans ma vie. Et vraiment, ça c'est un côté délicieux que je vous recommande. Mais qu'est-ce qui vous a amené à organiser cette exposition ici? C'est pas moi, c'est Walter Hopps, le jeune directeur du musée de Pasadena, qui est venu il y a 1 an à peu près à New York, m'en parler, et je trouvais très sympathique. Alors, je me disais, ça ne se fera jamais. Comprenez-vous, ces choses-là, on en parle et on ne le fait pas. Après tout, il y a beaucoup de choses à Philadelphie. On peut faire une exposition avec ce qu'il y a à Philadelphie, mais il a été chercher d'autres choses. Alors, même en France, il en a trouvé des choses plus anciennes, ou des dessins, ou des anecdotes, pour ainsi dire, qui rendent l'exposition plus intéressante. La première exposition, the one-man show. One-man show, comme on dit en anglais, oui.
vraiment la fin d'une carrière, n'est-ce pas? Arriver à Hollywood. La vedette parmi les vedettes. La vedette, oui, justement. Coulez vos pieds dans le Coulez ciment. les pieds dans le ciment. C'est plus une vie qu'une exposition. Le regardant d'une photographie à une autre, je m'étais dit qu'il ne serait pas facile de comprendre un Marcel Duchamp. Puis, l'observant qui passait ses toiles en revue, il m'était apparu exactement comme un stratège de la vie et de l'intelligence. Un stratège qui depuis longtemps avait préparé ses systèmes de défense. Peut-être même était-il parvenu déjà en un domaine mental si lointain d'une autre, qu'il devenait difficile et presque impossible de le rejoindre. Pour m'aider, j'avais alors repensé à ce que m'avaient dit les autres. Et en premier, Jeanne Rénal. Je l'admire beaucoup, car c'est un homme qui, en quelque sorte, s'est laissé mourir pendant sa vie. Il est très en vie, comme vous le savez, mais il a pu regarder ce qui arrivait à son œuvre pendant qu'il vivait, et comme s'il était mort. Georges Temfly. C'est extraordinaire dans le sens que c'est un personnage qui a une influence folle encore aujourd'hui sur les jeunes gens, surtout les très jeunes artistes, et qui a gardé cette influence qu'il a toujours eue du reste, mais elle est tout à coup devenue plus forte de nouveau aujourd'hui, après une trentaine d'années dans lesquelles, au fond, il n'a presque pas fait de la peinture. Bill Copley. Tout le monde parle de l'effet qu'il n'a pas peint pour plusieurs années. Mais c'est pas vrai. Parce que il est peut-être le seul qui a découvert que la peinture, c'est une chose qui, dans ce siècle, certainement, qui a quitté la toile. Et peu à peu, Marcel a poussé ça jusqu'au point où son art a quitté la toile et a devenu la vie. En abandonnant la toile, son art est devenu sa propre vie. Sa propre vie, c'est ça. Hans Richter. Dans le premier film, nous avons tourné son tableau nu descendant l'escalier. La censure ne voulait pas avoir des femmes nues, n'est-ce pas, descendant l'escalier, alors il a proposé de prendre l'anthracite, le charbon coulant sur les nus. Alors comme ça, la censure l'a permis, sauf à Boston. Là, on était forcé de couper même les nus avec l'anthracite. C'est un phénomène. Marcel, je vois comme un phénomène d'un détachement musculeux comme je ne l'ai jamais vu.
Nicolas Callas. Je ne vois pas de rupture de Duchamp avec la peinture. Pour moi, c'est le personnage qui compte, et comme surréaliste, j'ai toujours compris que c'est plus important d'être soi-même qu'autre chose, et que peindre est une activité de l'être. Parmi d'autres. Donc, chaque fois que Duchamp ne peint pas, les peintres qui ont l'habitude de peindre continuellement doivent se dire « Ah, voilà Marcel qui, de nouveau, n'a pas fait de tableau. » Et puis j'avais revu en pensée Marcel Duchamp se dirigeant vers la petite maison du Greenwich Village de son ami Edgar Varèse, le musicien. Edgar Varèse, musicien français, mais qui aura passé une grande partie de sa vie à New York et dont les structures sonores que nous écoutons présentement sont un hymne à la modernité, une façon musicale de célébrer les formes d'aujourd'hui, la ville orgueilleuse, forteresse de verre et d'acier. J'imagine qu'en vous retrouvant avec Edgar Varèse, là, vous avez un peu une conversation de complices. Nous sommes des complices new-yorkais. Car nous sommes arrivés ici ensemble, pour ainsi dire, en 16, en 15, ou 16, enfin 16 et 15. Surtout à ce moment-là, qu'il n'y avait rien à faire en France, ou du moins qu'à se battre. Nous n'étions pas très soldats non plus, hein. Non, non plus, non, pas très militariste. Alors en fait, vous étiez un peu ici des exilés volontaires. Oui, des exilés, des petits parias. Oui. C'est curieux, dans le fond, comme New York a été dans ces 2 dernières guerres, enfin, un endroit où ce qu'il y avait de mieux au monde venait se réfugier. Oui, il y a 2 pays au monde, c'est la Suisse et les États-Unis, qui sont les refuges. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu restes? Je me demande, quelque temps. je n'ose pas dire je vais mourir, mais ça va venir, enfin. Ah oui, ça peut. Tous les deux, t'en fais pas. Mais qu'est-ce que je veux dire? Tu vas rester à New York pour quelque temps, Oui, maintenant, l'hiver. oui. Alors, on va voir. Parce qu'on ne se voit pas d'ailleurs plus pour ça. Non, et on habite à 2 pas là, Marcel Duchamp, nous allons maintenant vous amener à faire un long voyage en arrière. L'exposition est presque terminée. Vous êtes le dernier visiteur. Où en êtes-vous? J'en suis à 1902. C'est cette toile qui est de 1902, elle est à peu près la première que j'ai faite dans le sens peinture du mot. Je fais des dessins avant, mais c'est la première peinture à l'huile, genre impressionniste, car ce n'est vraiment pas du vrai impressionnisme. Mais enfin, ça a gardé une vigueur que je ne connaissais plus, parce que je l'avais vu depuis 40 ans ou plus, et c'était très gris au fond. Et on l'a reverni et ça fait très bien maintenant. Mais c'est quoi? C'est Rouen encore? Non, ça c'est Blainville. C'est là où je suis né. Je suis né dans cette maison. Une maison où aujourd'hui encore habite un notaire. Après l'accueil, si je peux dire, j'ai eu le plaisir d'accueillir Marcel Duchamp ici. Lui et ses frères et sœurs, du reste, Jacques Villon en particulier. Il nous demandait de les laisser se promener vers spécialement 2 gros arbres qui sont dans le fond du parc et sur lesquels, du reste, avait été gravé autrefois le mot Duchamp, avec 1901, je crois. Alors, ici, c'est plutôt l'influence de Matisse. Ça représente 10, c'est 10. C'est 10. Alors, il y avait toute une... J'avais eu le temps de voir tout ça au Salon d'automne, les grands Matisse au Salon d'automne en 7 et 8. Puis, ça m'intéressait à ce moment-là. Justement, je voulais changer. J'étais assez jeune pour changer, enfin.
Et c'est vraiment l'époque fauve de ce moment-là. On connaît mal, en général, votre époque fauve. On ne sait même pas que vous avez été un fauve. Non, parce que je n'ai pas été fauve en réalité. J'étais un jeune homme qui faisait du fauvisme. C'était pas la même chose, comprenez-vous? Ça n'a duré qu'un an, même pas. Avec cet autre tableau, nous sommes toujours en 1910. Oui, 1910, début 1910. Parce que les années 1910-1911 sont très pleines, et je me rappelle ça avoir été fait. Non, peut-être pas à Pâques 1910, quelque chose comme ça. Enfin, c'est le portrait de mon père, un très brave homme, je dois le dire, parce qu'il a eu le bon sens d'aider ces pauvres fils artistes qui n'auraient pas gagné leur vie sans son aide. Il avait fait une chose étonnante. Comme nous étions beaucoup d'enfants, il a décidé de nous aider pécuniairement tant que nous pourrions, tant qu'il pourrait, et que les sommes qu'il nous donnait, il les marquait très soigneusement sur un bout de papier. Comme un notaire. Comme un notaire, et étaient décomptés à sa mort, sur notre héritage, car nous avions 3 sœurs derrière, qui, elles, ont hérité tout, et Villon et moi ont hérité presque rien. Avons hérité presque rien. Vous aviez tout mangé avant. On avait tout mangé avant, naturellement. Il vaut mieux avoir cet argent quand on est jeune que quand on est vieux. C'était une très bonne idée de sa part, qu'il a exécutée, absolument. Alors, j'en ai une grande reconnaissance, et Villon aussi, surtout, car il a aidé Villon jusqu'à l'âge de 50, 60 ans, je sais pas moi. Enfin, il est mort en 25. Par conséquent, ça faisait une longue vie d'artiste à aider. Et ça lui a bien réussi, puisqu'il en a fait un bon Villon. Ce qui frappe dans ce portrait, c'est tout à coup l'influence cézannienne. Oui, tout d'un coup. Tout d'un coup, j'ai changé, là. Je sais pas qu'est-ce qui m'a fait changer, je peux pas vous le dire, parce que c'est pas facile à analyser dans le recul du temps. Mais ça a été un coup de foudre cézannien, ou un dégoût du fauvisme, appelez-le, faites-le comme vous voulez. Et je crois que, je sais pas, enfin, Cézanne a eu cette influence sur moi extraordinaire, qui n'a duré, elle aussi, que 6 mois ou 1 an. Dans 200 ans, est-ce qu'on aura cette espèce de culte pour Cézanne qu'on a maintenant? Même des gens comme Matisse, Picasso n'ont pas effacé Cézanne tellement. Je me méfie toujours de ces grands engouements. Et je me demande ce que la postérité en dira, car enfin, c'est tout de même la postérité qui compte. Dès que nous parlons, nous ne disons que des bêtises, vraiment. Vous-même et moi aussi. C'est bien d'avoir commencé par moi. On peut commencer la partie, peut-être maintenant. Ben, allons-y. Je peux au cadre droit. Alors, attendez. Non, là, j'ai pas le droit de venir, hein. Ah, de venir, vous. Voilà. Ben, c'est dans le fond très symbolique, ça, hein, c'est de... Très bien. Avec ce tableau, Marcel Duchamp, nous restons dans la chronologie. Oui, juste après les 1910, ça c'est 1911, octobre 1911. C'est un portrait de joueur d'échecs. Vos 2 frères. De mes 2 frères. À gauche, Raymond Duchamp-Villon, à droite, Jacques Villon. Mais là, déjà, le cubisme vous a un peu marqué, là. Pas très marqué, là. Ce qu'il y a aussi d'intéressant dans ce tableau, c'est que j'avais fait une expérience d'éclairage. C'est-à-dire que, au lieu de peindre à la lumière du nord, du jour et du nord, j'avais décidé de faire ça à la lumière du gaz, qui est une lumière verte, verdâtre, et qui, quand on fait une chose à la lumière du gaz et qu'on regarde le lendemain, au jour, ça change complètement, ça grise tout, et ça fait tomber tous les tons. Ce qui m'intéressait comme expérience, ça a été très bien réussi. Mais c'est la palette cubiste, déjà. Comment? C'est la palette cubiste, complètement. Mais quand même, pas tellement à 3 dimensions, à 1 dimension, à 2 dimensions, sûrement. Je crois que ce tableau fait partie des 4 qui sont venus à l'Armory Show. Oui. Alors là, je vais vous demander de vous souvenir un peu, parce que c'est quand même un grand moment, ça, pour vous. Oui. Il y a eu le nu, naturellement, plus celui-ci,
Un tableau qui est à Venise maintenant, mais il y avait le roi et la reine, naturellement. Le roi et la reine, le Nuit des escaliers. L'Armory Show, c'est New York. C'est New York 1913. C'était une tempête sur New York, ça. Fantastique, oui, fantastique. Ça a réveillé vraiment les Américains. Ou ça les a, oui, ça les a réveillés Ou éveillés. Éveillés à l'art moderne, enfin la chose complètement. À partir de ce moment-là, il y a eu toute une vague d'art moderne aux États-Unis et très bien alimentée par les Américains eux-mêmes. Parce que les pièces marchent, s'imbriquent, se détruisent, elles sont en mouvement tout le temps. Et c'est cela qui m'attire, parce qu'une partie d'échec, une position d'échec qui ne joue pas, n'a pas de côté plastique ou esthétique. C'est par les possibilités des mouvements qui peuvent survenir après cette position que la position peut être appelée belle ou moins belle. Mais est-ce que pour vous, il y a une symbolique des échecs? Non. Vous n'en tirez que du plaisir. Je veux dire, pour vous, ça ne ressemble pas à autre chose. Non, évidemment, ça prend le côté un petit peu de drogue. La drogue, c'est pas une symbolique, c'est une comparaison avec la drogue. C'est-à-dire que quand on commence jeune à jouer aux échecs, eh bien, on mourra vieux avec les échecs. C'est-à-dire, c'est une passion qu'on ne peut pas facilement... On emmène dans sa tombe. On emmène dans sa tombe, absolument, et sans erreur, et qui vous fait perdre un temps fantastique dans votre vie, ce qui m'est arrivé à moi, et qui m'a aidé probablement à faire ce que je voulais, c'est-à-dire faire le moins possible de peinture, ne pas répéter mes peintures. Ça va avec, ça fait passer le temps quand on ne fait pas de peinture, comprenez-vous? Ici, tout commence. Oui, c'est le commencement d'une nouvelle vie en 1911. C'est vraiment le passage entre l'ancienne peinture de ma vie et la nouvelle. Enfin, en tout cas, il y a là une interprétation du cubisme un peu simpliste, j'avoue, mais quand même, il y a quelque chose dans la répétition des 5 nus qui sont le même nu, mais répétés 5 fois, d'une façon tout de même assez simpliste, assez sans grand effort, n'est-ce pas? Il n'y a pas du tout encore la chose du vrai cubisme. Et quand même, c'est vraiment un départ, ou du moins une scission, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, justement, pour... Je ne sais pas. Il ne s'est rien passé, vous savez, c'est toujours la même chose. J'ai vu du cubisme à ce moment-là, probablement. J'ai vu des... Qu'est-ce que c'était en 11? C'était le début de 11. C'était pas le début de 11, c'était déjà le milieu de 1911. L'idée cubiste m'a intéressé à ce moment-là sous forme de répétition, en tout cas. Sinon de démolissage de l'objet, comme on l'a défini plus tard. C'est plutôt la répétition des mêmes personnages qui m'intéressaient en représentant le même personnage. Comprenez-vous, répéter plusieurs fois dans la même toile. Ça m'intéressait, ça. Le titre, c'est Le roi et la reine entourés de nus vides, parce que j'ai fait des esquisses avant qui étaient le roi et la reine traversés par des nus vides. Et alors ma sœur était assez drôle, elle a cru que nu s'écrivait N-U-E-S. Des nus vides, vous comprenez, des nuages vides, qui n'est pas question du tout. Ce sont des vrais nus qui ne sont pas nus du tout, d'ailleurs, qui ne sont pas nus dans ce sens qu'ils ne sont pas anatomiquement nus. Mais c'est l'idée, le roi et la reine ne sont ni monarchistes, ils sont plutôt échiquéens. C'est une combinaison, si vous voulez, de symboles. On est déjà loin du cubisme, d'une certaine façon. Oui, moi, c'est ma période cubiste quand même. Je n'ai pas fait autre chose en cubisme, je n'ai pas fait de démolissage d'objets du tout. Alors ici, on arrive au grand événement, hein? Oui, ça a été le grand événement, mais c'est le grand événement malgré moi. On peint un tableau et c'est les autres qui le regardent ou qui décident. C'est pas de ma faute si ce tableau a eu un succès. Pour moi, c'était la même chose que l'autre tableau. Il n'y avait pas de différence essentielle. Cependant, il a eu un peu plus de succès que les autres, ou du moins, en tout cas, un succès de scandale, ce qui n'est pas toujours à dédaigner, je crois. Même à Paris, quand j'ai exposé, il y a eu des histoires aux indépendants. Que les cubistes copains, les copains cubistes,
On trouvait que c'était un peu exagéré comme cubisme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas du cubisme au sens théorique du mot. C'est un cubisme à moi, si vous voulez, qui est mélangé de mouvements, introduction du mouvement et qui est plus futuriste dans ce sens-là, tout en restant dans la gamme cubiste au point de vue couleur. Et celui-ci? Celui-ci est autre chose. Ceci se passe après, en 1912, au mois de juillet, quand j'ai fait un petit voyage à Munich. Un voyage à Munich, et à ce moment-là, j'avais déjà l'impression que j'avais déjà assez de nues descendant l'escalier, comprenez-vous, et du roi et de la reine. C'était fini cette histoire. Et alors je voulais me débarrasser de toute trace cubiste dans mes intentions. Et alors là, ça a été, la première chose, ça a été une sorte de recherche, si vous voulez, abstraite. Et avec... C'est quelle époque, ça? 1912, juillet. Ça va toujours aussi vite. Tandis que l'autre, le roi et la reine, sont 12 aussi. Quel est le titre, là? C'est le passage de la Vierge à la mariée, ce qui a évidemment un double sens. Et maintenant, Marcel Duchamp, quand vous pensez à tout cela, quand vous revoyez tout cela, cicatrice d'une sorte de blessure mais la bonne blessure, c'est de couper le cordon ombilical, comprenez-vous, parce que je me considère pas, n'ayant pas encore vécu avant ça. C'est maintenant que je vais vivre. Voilà le peu de choses que je ferai après, mais ce sera plus important. C'était en même temps le refus du groupe pour une solitude qui vous paraissait vous conduire... Aussi nécessaire, absolument essentiel même, parce que il n'y a que l'individu qui compte pour moi dans le monde entier, surtout un artiste. L'artiste compte comme homme, pas comme groupe, qu'il soit impressionniste, réaliste ou autre, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que lui, parce que tout le monde peut faire du réalisme, n'est-ce pas, tout le monde peut... Il y a un réaliste intéressant, un autre qui ne l'est pas. Mais ce qui fait que quand on revoit avec vous toute votre œuvre, on a l'impression un peu de suivre la carrière d'un sportif.
qui suit la course le plus vite possible, vous voulez dire une... Non, je veux dire qui fait des rounds successifs, enfin. Oui, c'est ça, c'est une partie de boxe. Art ou anti-art? Ça a été ma question à mon retour de Munich en 1912, quand j'ai dû prendre des décisions d'abandonner la peinture pure ou la peinture pour elle-même et introduire des éléments très divers et très étrangers à la peinture. La seule façon de sortir d'une ornière picturale et de couleur, qui n'était pas du tout ma façon d'envisager les choses à ce moment-là. Et alors, je me rappelle qu'à un voyage à Rouen, j'ai aperçu dans une vitrine une broyeuse de chocolat chez un chocolatier qui m'a beaucoup plu, donc j'ai fait un croquis. Et ensuite, avec l'idée de la dessiner en parfaite perspective, ce qui m'a plu beaucoup pour éviter la main facile qui jette n'importe quoi sur une toile et devient un tableau. Mais en fait, quand vous parlez d'anti-art, c'était quand même très révolutionnaire à l'époque. Oui, très révolutionnaire parce que, surtout même le mot anti-art qui ne me plaît pas du tout, parce que c'est aussi art que l'art, anti-art. Ce qui n'est pas art, c'est un art. Mais sur un plan historique, comment cela s'est-il passé? Ça s'est passé juste après le moment où je suis arrivé en Amérique, c'est en 15, c'est-à-dire le moment où tous les exilés de la Grande Guerre sont arrivés, Picabia, Glaise, Grotti et Man Ray, lui qui n'était pas exilé, et Varèse, le musicien, le compositeur, qui se sont installés là. Alors, il y a eu une grande famille. Et alors, et ce n'est qu'en 18, ou 17, quand Picabia est allé à Zurich, qu'il a demandé à Zahra et à, je suppose, de venir à Paris pour continuer Dada à Paris, qui a commencé alors à ce moment-là, en 18, quand je suis rentré moi aussi en 19. Oui, ce qui fait que ce côté anti-art dont vous parlez tout à l'heure, c'était plus généralement un côté anti une société, qui pour vous devenait folle, enfin. Qui devenait absurde et inacceptable en tout cas. L'absurdité pour elle-même, le Raymond de Seigne à Paris, se déguisant avec des entonnoirs et la lecture d'un poème complètement sans sens. Un vrai dada, on ne peut pas le définir mieux que par son nom, n'est-ce pas? Et c'était très, très, très excitant. Moi, j'étais pas à Paris. Je suis revenu à Paris en 19, mais je ne suis pas resté pour toutes les manifestations qui ont duré 19, 20, 21. Même ça, je me méfiais du côté coopération, du côté groupe. Le groupe ne me plaît pas. Oui, ça, on commence à s'en rendre compte, là. Je suis resté autant que possible assez loin. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas tous les bénéfices d'avoir été un dada important.
première fois, vous ne bougez pas dans le film. Oui, Vous êtes assis, tranquille, tranquille, très agréable. comme si vous étiez arrivé. Arrivé à quoi? Aurait dit, mais le fait que j'ai pu, dès 1913, avoir cette roue de bicyclette dans mon atelier, pour le plaisir de la voir comme un feu dans la cheminée, a été le départ. Comment s'appelle la cage à sucre? La cage à sucre s'appelle « Pourquoi ne pas éternuer ?» Pourquoi ne pas éternuer? Évidemment, ce titre vous semble bizarre parce qu'il n'y a aucun rapport vraiment entre les morceaux de sucre et un éternuement. De plus, ces morceaux de sucre ne sont pas en sucre, ils sont en marbre. Donc c'est déjà une autre chose, puisque quand on soulève la cage, on est surpris par la différence de poids qu'on attendait, qu'on trouve. Il y a aussi un thermomètre dans le coin qui est supposé donner la température des morceaux de marbre et pour prouver bien que ce n'est pas du sucre, etc., etc. Voici le genre de choses qui m'intéressaient dans cette histoire-là. C'était fait en 23, je crois. Mais est-ce que vous cherchiez à vous moquer des autres? Non, j'ai moqué de moi-même, en tout cas, d'abord. Dissociation entre l'idée d'éternuement et l'idée de pourquoi ne pas éternuer, parce qu'on n'éternue pas à volonté, malgré tout, on éternue malgré soi, souvent. Donc pourquoi ne pas éternuer? C'est que parce qu'on ne peut pas éternuer à volonté. Et en plus, ça c'était le côté littéraire, si j'ose dire. Si j'ose pas, le mot est idiot, le mot littéraire n'a aucun sens, mais en fait c'est la seule façon de m'exprimer pour le moment. Et le marbre, et sa froideur, tout ça, ça faisait des... On pourrait dire qu'on avait froid à cause du marbre, mais enfin, toutes les associations sont permises, comprenez-vous? Plus il y en a, mieux la chose est réussie. Voilà ce que je voulais dire. La répétition est dangereuse. Toujours. Et la répétition m'inquiétait au point que je pourrais faire un résumé par jour, parce que... Mais alors, pour empêcher, d'abord, je me suis fait une règle de n'en faire que très peu par an. Et en plus que le choix de ce ready-made ne devait pas être un résultat d'une délectation esthétique, c'est-à-dire, par exemple, une belle chose, tout ça, je voulais l'éviter. C'est très difficile de choisir quelque chose qui soit absolument plat comme délectation esthétique, comprenez-vous? C'était là le problème. Et alors, pour éviter justement la répétition, je m'étais fait une règle et maintenant je n'en fais presque plus à cause de ça, parce que la répétition deviendrait, tout le monde aimerait ça, vous comprenez? Alors ce serait la fin du problème, ce serait la mort du problème. Je n'en fais vraiment plus, j'ai même plus envie d'en faire. Tout le monde va aimer ça, même ce brave porte-bouteille d'en fer, le porte-bouteille du bazar de l'hôtel de ville que j'avais acheté là d'ailleurs. Tout le monde l'adore aujourd'hui, dans tous les livres de sculpture, il est marqué comme une sculpture qu'on doit admirer. Maintenant, il serait peut-être temps de se demander à quoi peut servir l'intelligence. En suivant pas à pas Marcel Duchamp, nous sommes loin tout à coup des philosophes optimistes de l'efficacité. À travers ses yeux, nous l'avons vu, les buildings étincelants de la civilisation mécanique ne sont plus que ruines, et ferrailles, sculptures dérisoires. Alors quoi? Jouer le jeu, mais lequel? Économiser? Mettre le grain de côté? Mais pourquoi faire? Changer la société? Réformer les conseils d'administration, les comités révolutionnaires? Les remplacer tout à coup par des commissaires au plan? Par des technocrates bornés mais tout-puissants? Cela va-t-il changer l'homme? Et la mort.
Ainsi, peu à peu, l'intelligence rabote, lime, supprime toute tranquillité d'esprit et n'épargne plus rien, personne. Le discours lui-même se resserre, se ramasse et devient aphorisme, flèche. La répétition est le contraire du renouvellement, donc c'est une forme de la mort. Dès l'instant qu'un monsieur ne fait pas comme les autres, il est dandy. L'ésotérisme n'a pas de mots pour s'exprimer. On écrit des livres, mais ça ne veut rien dire. Le verbe être, par exemple, est une chose d'un douteux, fantastique pour moi. Ce n'est pas seulement faire un tableau, c'était faire un geste dans la vie qui était aussi esthétique que le tableau. Et des choses qui m'intéressaient, c'est d'introduire l'humour dans mes productions, n'est-ce pas? Et c'était un humour qui n'était pas un humour pour rire seulement, c'était même pas un humour noir non plus. C'est vraiment un humour qui ajoutait quelque chose de sérieux, si j'ose dire. Alors, vous dites ici, mais je voudrais seulement ajouter qu'en termes de métaphysique populaire, je n'accepte pas de discuter sur l'existence de Dieu, ce qui veut dire que le terme athée, en opposition au mot croyant, ne m'intéresse même pas, non plus que le mot croyant, et l'opposition de leur sens bien clair. Pour moi, il y a autre chose que oui, non et indifférent. C'est, par exemple, l'absence d'investigation de ce genre. Oui, je ne regrette pas d'avoir écrit ça, c'est toujours valable pour moi, vous savez. Aujourd'hui encore, je suis tout à fait d'accord que le positif, le négatif et l'indifférent ne suffisent pas pour expliquer, pour donner quelque chose. Vous me direz qu'est-ce que j'ai fait avec ça, je n'en sais rien, je vous le dirai, on le dira plus tard, peut-être si j'ai fait quelque chose, mais ça m'est égal, c'est encore une chose qui m'est égale. On fait, j'ai pu vivre ce que je voulais, comme je voulais, c'est déjà beaucoup, il y a tellement de gens qui disent, si au moins j'avais une maison de campagne, ça ne mène à rien du tout, n'est-ce pas? Moi, j'ai obtenu à peu près ce que je désirais, au point de vue vie quotidienne. Et... Oui, ça rappelle un autre aphorisme qu'on vous attribue, je ne sais pas s'il est vrai, c'est « il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème ». Tout à fait, je suis très fier de ça. Peut-être la philosophie la plus courte. C'est Manin qui a inventé ça aussi, lui, il a dit « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Je sais bien que vous n'aimez pas donner des conseils, mais enfin, avant de quitter, j'aimerais quand même vous en demander un dernier. Bon. Lequel? Bien, on a quand même un peu l'impression, en définitive, qu'on a commencé ce film avec un peintre et qu'on quitte un philosophe. Oui, le mot philosophe est très gentil, mais c'est aussi sujet à caution. N'est-ce pas, les questions d'enseignement, d'école, de disciples ne m'ont jamais intéressé et ne continuent à ne pas m'intéresser. Vous savez, j'ai toujours considéré, pas toujours, mais je suis arrivé à cette conclusion vraiment que comme disait Brancusi, l'art est une escroquerie d'abord, mais je crois aussi que c'est un mirage en plus. Je crois aux artistes. À l'individu, l'homme, l'artiste, ça j'y crois. Mais l'art est un mirage. Et ici, entre nous, un secret. Depuis longtemps, Marcel Duchamp jouait à celui qui ne peint plus. Et pourtant, en cachette de presque tout le monde, dans un studio bien fermé de New York, de 1946 à 1966, il a travaillé à cette œuvre étrange. Aujourd'hui, au musée de Philadelphie, et qui a pour titre « Étant donné ». Étant donné avec un S. L'artiste tant qu'on veut, et on ne peut pas aider un autre homme, chacun l'individu pour lui, car je ne suis pas du tout de l'avis de la fourmilière qui nous attend dans quelques centaines d'années. Donc je crois encore à l'individu et chacun pour soi, comme dans un naufrage.